Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence Plan de transformation, intégrer le changement de comportement dans vos équipes pour renforcer la résilience organisationnelle. Alors avant de démarrer, je vois qu'il y a déjà quelques participants qui sont là. Est-ce que vous nous entendez bien? Vous avez une petite section de chat sur votre droite dans laquelle vous pouvez parler. Alors, Talier, parfait. On va attendre d'autres réponses. Bokeh, Hervé, Julien, Karine, Monica, Nathalie, Patrick, voilà, Sylvie, n'hésitez pas à nous mettre un petit message dans le chat pour qu'on voit que tout fonctionne pour tout le monde. 5 sur 5 nous dit Patrick. Monica, OK, super. Nathalie, bonjour à tous, tout est OK. Bon, bah, parfait. Bon, bah, on va démarrer. Merci pour vos réponses. Alors, je me présente très rapidement, hein, je suis Pablo, responsable des conférences sur le campus. Donc on est présent aujourd'hui avec Alexandre et Antoine du cabinet Elite Partners, Bonjour. Bonjour. donc qui vont vous parler d'intégrer le changement de comportement dans vos équipes et des plans de transformation. Mais avant de démarrer, on aurait aimé, en comprendre un petit peu plus, bah, pourquoi vous êtes là et également, bah, connaître vos enjeux et qui vous êtes. Et donc on voulait vous poser 3 questions, pour démarrer cette conférence qui permettra à Antoine et Alexandre d'y revenir prochainement. Donc les 3 questions sont les suivantes. La première, ben, c'est dans quel business êtes-vous? Est-ce que vous êtes DRH? Est-ce que vous êtes consultant? Est-ce que vous êtes, voilà, ou vous avez un autre métier, hein? Le but, c'est de nous partager ça. Et ensuite, deuxième question, votre obstacle numéro un en matière de transformation et d'engagement des collaborateurs. Là, le but, c'est d'être assez précis dans votre réponse pour que derrière, Alexandre et Antoine puissent répondre précisément à votre problématique. Et dernière question, l'échéance. Donc, est-ce que c'est une priorité? Est-ce que c'est un projet sur le long terme? Et le but, c'est d'y répondre dans un même message, si c'est possible pour vous, avant de taper sur entrée ou d'envoyer le message pour pour que ça soit plus clair dans le chat pour nous et plus facile à la lecture. Donc, on va faire ça pendant quelques minutes. Comme ça, on va pouvoir y revenir revenir sur chacune de vos problématiques à la fin de la conférence. Donc voilà, n'hésitez pas à nous partager ça. Je vois que ça écrit. On vous laisse quelques secondes pour y arriver. Voilà, je vois que ça se connecte. Donc pour ceux qui viennent de se connecter, on vous pose 3 questions pour démarrer cette conférence. Donc la première, dans quel business êtes-vous? Quelle est votre activité? Est-ce que vous êtes DRH, consultant ou autre? Votre obstacle numéro un en matière de transformation et d'engagement des collaborateurs et votre échéance. Voilà, on va prendre quelques minutes. Alors, Marie, business, service RH externalisé. Alors, merci Marie. Est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus pourquoi vous êtes là sur votre obstacle numéro un? Comme ça, on va pouvoir vous répondre plus précisément. Patrick, DG de transition, résistance au changement, votre échéance hier. OK, alors je vois qu'il y a urgence. Alors là, sur la résistance au changement, peut-être que Patrick, vous pourriez nous apporter un peu plus de contexte, hein. Je suppose, Alexandre et Antoine, que vous avez Oui, besoin d'un petit ouais, peu c'est plus. encore un peu vague. On Mmh. on parle de quel type de changement? Où est-ce que ça se situe? C'est quoi enfin, à quoi vous faites face, Patrick? Voilà, ça permettrait d'être plus clair. Donc Patrick, voilà, je vous laisse revenir là-dessus pour que ça soit un peu plus clair. Talier, à la DSI dans un service public, difficulté d'emmener les équipes en rapport au changement organisationnel et technique, transfo engagé depuis plusieurs années. Donc là, Talier, Là, il y a ouais. Là, alors Alex, pareil, hein, c'est quoi la difficulté? C'est ce que c'est des équipes, qui carrément se braquent? Est-ce que c'est un débrayage? Est-ce que c'est, passif, par exemple? C'est des gens finalement qui disent oui, mais qui s'engagent pas, où il y a pas de transformation, ils s'engagent pas dans les changements, où les deadlines sont pas tenus. Enfin, il y a plein de possibilités là-dedans. Est-ce que vous pouvez, voilà, clarifier encore un peu les choses pour nous, s'il vous plaît?
Donc il y a Patrick qui nous a répondu, Antoine, société familiale et gérée de manière paternaliste, on a toujours fait comme ça. Mmh, OK. Donc, je pense que là, vous avez plus de contexte. Donc Patrick, hein, Antoine et Alexandre reviendront, là-dessus un peu plus tard dans la conférence. Karine, alors vous êtes consultante, si je ne me trompe pas. Comment motiver des collaborateurs immédiatement? Là, peut-être également, Karine, sur, peut-être nous expliquer, bah, voilà, pourquoi vos collaborateurs, enfin, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Est-ce que c'est un manque de méthode, de stratégie peut-être? Hem, pour, la motivation des collaborateurs, voilà, n'hésitez pas à nous partager ça. Alors, Olivier, manager commercial, résistance de certains collaborateurs présents à la conférence pour avoir de nouvelles pistes d'amélioration possibles, pas de projet immédiat. Donc, vous êtes au bon endroit, vous aurez des pistes avec Antoine et Alexandre. Donc, peut-être nous dire également c'est quoi la résistance, enfin, à quoi font face vos collaborateurs et pourquoi il y a ces résistances, ça peut Bah, être la intéressant. réticence, par exemple, parce que quand on est manager commercial, est-ce que c'est dans l'implémentation d'un CRM, des commerciaux, par exemple, qui ne veulent pas, ou qui ne font pas les comptes rendus, par exemple, ou qui n'utilisent pas les outils? Ou est-ce que c'est, par exemple, sur des nouvelles lignes de produits qui ne sont pas vendues ou dans lesquelles il y a de la résistance? On peut, par exemple, parler, bah, dans l'automobile, des nouveaux produits, technologiques comme le véhicule électrique, où il y avait des résistances fortes pendant très longtemps, en fait, des commerciaux parce qu'ils n'avaient pas d'appétence, dans le sens où, ce qui les intéressait pour eux, c'était le moteur. Et bien que les produits sont là, et tant que le marché n'était pas là, ils ne s'y sont pas mis. C'est quoi, voilà, par exemple, dans le management commercial, la réticence ou le point d'or, quel est le changement que vous voulez faire passer, en fait? Et j'entends qu'il n'y a pas de projet immédiat, mais ça veut dire que c'est quelque chose qui est peut-être de l'ordre de guidelines, par exemple. Bah, Olivier nous dit: «Tout changement déclenche une résistance», donc et tous vos exemples ont été vécus. OK. Donc là, il y a bon, bah, Olivier, vous pourrez, en discuter avec Antoine et Alexandre. Je pense qu'il y a pas mal de choses à voir. Marie, service RH externalisé, changement dans un contexte de crise et l'échéance, donc c'est dans l'année, très bien. Alors là également, peut-être dans le changement dans un contexte de crise, Marie, peut-être nous dire, bah, quels sont les changements que vous êtes en train d'implanter? Et quelle est la crise que vous vivez pour que ça soit, que le contexte soit plein pour Alexandre et Antoine pour qu'ils puissent au mieux vous répondre. Et je crois qu'on a fait le tour des personnes. Donc Marie, je vous laisse, Alors, répondre et Antoine et Pablo, si je dis pas de bêtises, hein, Marie est dirigeante, d'un réseau d'agences spécialisées dans le recrutement de population pour les CHR, et je crois on est en train de vivre une décroissance et aussi faire face à la raison du changement dans un contexte de crise, si je dis pas de bêtises. je pense je pense que c'est elle qui doit être en train de d'écrire. Donc, je on va la laisser, répondre. Voilà, changement organisationnel avec suppression de postes, c'est bien cela. Donc, Alexandre, vous avez raison. Bon, bah, c'est super. Donc, Alexandre et Antoine reviendront sur vos problématiques à la fin et enfin, pendant et à la fin de la conférence pour, voilà, vous donner des conseils et des pistes, d'avancement. Alexandre et Antoine, je vous laisse la main pour la suite de la conférence. Ouais. Merci Merci Pablo. Pablo. Bon, juste pour présenter à la fois la structure et nous, la structure, elle s'appelle Eddy Partners. En fait, c'est une société qui a été créée à l'origine, qui s'appelait Performance, voilà, qui a été créée, alors, pour anecdote, par son père et mon père, il y a de ça 30 ans, et qui était 40. spécialisée, 40, dans le conseil et la formation commerciale à l'origine. Et nous, on est rentré dans l'entreprise il y a de ça maintenant 15 ans. On l'a reprise et on l'a transformée en une société aujourd'hui de conduite du changement, parce qu'on s'est rendu compte de quelque chose, c'est que, bon, comme on sait, hein, la vie est impermanente et ben, ça veut dire qu'il y a beaucoup de changements et que ces changements, ils sont souvent pas souhaités, hein, ou en tout cas, il y en a qui sont souhaités, d'autres pas. Et on est face à eux et on a vu un grand nombre, nous, de dirigeants, depuis qu'on fait ce métier-là, et on intervient avec les autres collaborateurs de l'équipe,
qui fait une vingtaine de personnes dans des grandes entreprises et des ETI, des grosses PME, on va dire familiales. Et souvent, il y a des cycles où l'entreprise va bien, d'autres moins bien, et il y a un contexte dans lequel ça s'inscrit. Et il y a des moments qui sont vécus comme des crises ou comme des changements. Et avant que ça devienne une crise, au départ, c'est un changement de marché, changement d'organisation, changement de perspective. Parce que voilà, il y a plein de choses sur lesquelles il faut s'adapter. Et on se rend pas compte, en fait, c'est qu'un changement qui est mal géré, c'est-à-dire uniquement par la pression et l'urgence, en fait, ça conduit parfois à des drames. On a vu des entrepreneurs devoir revendre leur entreprise, des managers faire des vertiges, on a vu des gens se mettre en congé sabbatique. Bref, il y a pas mal de choses dans le changement qui fait qu'à un moment donné, on est face à trouver des ressources ou pas. Et c'est tout l'objet en fait de notre structure, c'est d'aider les entreprises et les managers et les dirigeants à trouver des ressources pour pouvoir faire à la fois face à ce changement. Et pendant très longtemps, pendant 30 ans, cette entreprise, elle a été managée dans une façon qui était de suivre le changement et aider les gens à s'adapter à ces changements à travers toute une offre de formation, toute une offre de coaching, toute une offre de recrutement et d'audit par la suite. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'en fait, on traitait les symptômes. Et en fait, finalement, on traitait les symptômes de quelque chose qui était plus général. C'est qu'un changement, en fait, souvent, il y a besoin d'aider les dirigeants à avoir du pouvoir dessus et à montrer aux équipes en quoi elles ont du pouvoir et en quoi, du coup, cette surprise peut être une opportunité pour elles. Et c'est tout le sujet, en fait, de ce qu'on a mis dans la thématique du webinaire, c'est la possibilité d'intégrer des comportements et d'intégrer des changements de comportement pour faire évoluer et amener la résilience dans les organisations. Et la résilience, par définition, c'est une des définitions, c'est de savoir transformer les obstacles en opportunités, opportunités de croissance, opportunités de changement, qui fait que les gens, dans ce nouveau contexte, ont du pouvoir pour agir et ont envie d'y aller. Et on voit ça plus comme une opportunité que comme une problématique. Et donc, l'idée, c'est qu'en fait, on vit ça de manière différente quand on arrive à comprendre le contexte dans lequel ça se joue et à conduire le changement en aidant les gens à intégrer ces nouveaux comportements et en se donnant une vision qui les inspire. Alors moi, du coup, maintenant, je suis le dirigeant à la fois de la structure et directeur de la practice transformation. Et je suis accompagné aujourd'hui d'Alexandre, qui est le directeur du domaine d'activité compétences et formations. Peut-être que tu dis un mot. Déjà très, très heureux d'être là parmi vous. Et puis aussi, merci à tous ceux qui ont participé pour partager leurs problématiques. Et on essaiera de faire du mieux que l'on peut pour y répondre. Okay. Le fonctionnement aussi de ce webinaire, c'est que ça fait partie d'un cycle. On a 5 conférences. Aujourd'hui, donc du coup, c'est l'intégrer le changement de comportement dans vos équipes pour renforcer la résilience organisationnelle. Le mois prochain, ce sera le 12 juin à 11h30. C'est la conduite du changement. Comment est-ce qu'on peut renverser un projet dans une situation impossible? Donc voilà, n'hésitez pas en fait à vous inscrire à la prochaine conférence. Et par rapport à ce qu'on va vous partager aujourd'hui, forcément, à un moment donné, ça va toucher une partie de vos problématiques, une partie, forcément, elle sera moins spécifique. Donc, ce qu'on vous engage à faire, c'est à prendre rendez-vous pour qu'on puisse derrière parler de votre sujet et vous apporter des clés très concrètes, très spécifiques sur votre problématique et surtout comment est-ce qu'on peut adapter les méthodes qu'on utilise à votre cas particulier. Soit vous voulez le faire seul, soit on peut juste vous aider. Voilà, en tout cas, à clarifier et à partager vos problématiques à un autre degré en étant éclairé de méthodes ou autres. Le plan. Alors, on va parler en fait de 3 grands points. Les stratégies de leadership pour les directeurs commerciaux et production. On a ciblé plutôt 2 exemples là-dedans, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le changement, il est emmené par la tête et il y a des stratégies qui fonctionnent mieux que d'autres pour pouvoir embarquer les équipes, fédérer, accéder à un sponsor, faire en sorte de transformer et aider les gens à
à faire un pas supplémentaire qui les engage. Deuxième point, c'est la vision et la transformation. C'est comment créer une vision qui permet de changer le contexte et d'inscrire les participants dans quelque chose qui va les animer dans les 1 mois, 6 mois, 1 an ou 2 ans. Et puis, du coup, qu'est-ce qu'on fait avec les ressources et comment on les aide à passer ce cap délicat. Alors, juste avant de partager quelques cas et quelques stratégies, on voulait vous partager aussi un constat qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Alors, Alexandre me disait, quand on préparait le webinaire, je mettais un constat d'accident et que ça pouvait paraître pessimiste. Et en même temps, un accident, c'est un peu comme une crise, c'est un peu comme un changement qu'on ne voyait pas venir ou qu'on n'avait pas vu. Alors parfois, c'est une petite égratignure, parfois, c'est beaucoup plus complexe, il y a beaucoup plus de choses à réaliser. En tout cas, c'est un point de départ aujourd'hui. Et pour ça, on s'appuyait sur une étude qui a été faite par le cabinet Eurogroup Consulting et qui permet de comprendre ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui en 2024, et notamment ce qui se passe dans la tête des dirigeants aujourd'hui, qui ont un focus sur 3 grands points: la rentabilité, les ressources humaines et la transition écologique. Alors la rentabilité, on va dire, c'est pas nouveau, mais c'est très fort en ce moment. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une sorte de décroissance, et notamment en termes de chiffre d'affaires. Et nous, c'est ce qu'on observe chez nos clients, c'est qu'il y a plein de secteurs où il y a une décroissance de chiffre d'affaires, et donc du coup, les dirigeants sont focus à faire en sorte de moins dépenser et à conserver leur rentabilité. Et ils voient 2 grands points sur lesquels ils peuvent actionner. Le premier, c'est les ressources humaines, et notamment, c'est sur l'engagement des collaborateurs, de fédérer les gens justement à ces changements et à améliorer la productivité et la rentabilité. Et ça devient le principal défi, finalement, pour pouvoir accéder à une meilleure rentabilité du point de vue des dirigeants, toujours. Je ne dis pas que c'est forcément juste, mais c'est leur point de vue. Et le troisième point, qui est la transition écologique, comment est-ce qu'on en fait une force, une opportunité pour pouvoir renouveler les modèles et faire en sorte de focaliser les gens sur de la création, de l'innovation à travers ce sujet-là. Voilà, bon, ça c'est un autre point, et on voit que voilà, le grand point des dirigeants, c'est de maintenir ou développer l'engagement des collaborateurs dans des contextes de décroissance, dans des difficultés économiques que peuvent connaître les entreprises. Et je pense que si vous êtes là, c'est qu'il y a une partie qui doit vous appeler là-dedans. Et on s'appuie sur une autre étude, c'est celle de McKinsey, qui regardait le moral des dirigeants, et qui était très faible, en fait, assez faible en décembre 2023, et qui commence à partir de mars 2024 à être un petit peu mieux intégré. Et avant, les dirigeants anticipaient une forte décroissance. Autant au mois de mars, McKinsey et les dirigeants parlent d'un soft landing, c'est-à-dire d'un atterrissage en douceur, où finalement, ils vont peut-être commencer à desserrer les boulons. Là, peut-être que vous l'avez vu, pendant 5 mois, là, ça a été assez difficile pour plein d'entreprises. Et peu de budget était engagé. Donc là, visiblement, il y a quelque chose qui va se passer à partir de maintenant. Et comment est-ce qu'il l'explique? Il l'explique surtout par 2 points. Alors, j'aurais dû encadrer la partie Chine qui est ici. C'est que la Chine aujourd'hui est en décroissance, et donc du coup, quand la Chine tousse, aujourd'hui, l'Europe et le monde occidentalisé s'enrhument. Et en Europe, ce qui nous concerne un petit peu plus, c'est que le moral était très bas au tout début de l'année, et ça commence à remonter. Voilà. Alors, je vois quelqu'un qui nous dit: est-ce que les dirigeants savent vraiment ce qui se passe dans l'entreprise, à savoir le manque de performance des RH et des managers? J'en suis pas sûr. En général, les dirigeants, et plus ils sont hauts dans les grandes structures, plus ils s'occupent de stratégie, et moins ils s'occupent de performance organisationnelle. Maintenant, on voit bien quand même que de plus en plus, c'est un sujet qui les préoccupe. Voilà pour le contexte. Dans les points qu'on retrouve finalement par rapport à ce que vous nous avez dit, on voit bien qu'il y a des personnes là, qui nous ont dit qu'elles étaient dans un contexte de crise ou de décroissance, d'autres qui manquaient, il y avait des difficultés d'engager les collaborateurs sur de l'action. Bref, on retrouve quand même bien ce constat-là dans ce que vous vivez et dans ce que l'on vit, parce qu'on vit la même chose que vous. Donc on va vous partager quelques cas, voilà, avec le contexte, les stratégies qu'on a mises en place, la valeur dégagée, les apprentissages réplicables.
Et je vais laisser la parole à Alexandre pour partager un premier point. Oui, donc comme Antoine l'a expliqué, hein, les deux grands axes, on va vous présenter des cas d'école, entre guillemets, que l'on a traités au sein de notre cabinet et qui sont terminés. Donc, c'est pour vous donner aussi cette vision globale. Moi, je vais commencer par un de nos clients qui est un éditeur de guides touristiques, à la fois online et papier. Et je vais remonter un peu la frise chronologique pour se remettre vers 2021, quand on était au niveau de la crise Covid. Et même un peu en avant, puisque cette société, elle faisait face à une transformation. C'est que pour continuer à exister dans un monde de plus en plus numérique, la société s'est mise à proposer à leurs clients des services numériques qui peuvent être du référencement, des bannières sur leur site. Et donc, pendant une dizaine d'années, à essayer d'implanter ça au niveau de leur équipe commerciale composée d'une cinquantaine de personnes. Et ce qui s'est passé, ils se sont rendus compte que certains commerciaux, on va dire nouvellement embauchés, prenaient assez bien le pas sur les services numériques. Et puis, on va dire les trois quarts qui avaient un certain historique dans l'entreprise et une certaine ancienneté, on s'est retrouvé par rapport à de grosses résistances au changement. C'est-à-dire leur demander de basculer sur la commercialisation à la fois de services papier et de services numériques. Et entre guillemets, les anciens de l'équipe commerciale, pour eux, quelque part, c'était pas hors de question, mais c'était pas du tout dans leur priorité de vendre du service numérique parce que, ils n'avaient pas été embauchés pour ça, et puis deux, n'étaient pas du tout à l'aise en termes de compétences pour parler de ces produits, en termes d'argumentaire. Donc, cette situation, elle allait tant bien que mal au niveau de l'entreprise, mais il n'y avait pas de péril en la demeure, dans le sens où l'édition de guides papier portait l'activité. Puis, ils ont fait aussi un élargissement de gamme sur ces services papier en montant justement en gamme, en proposant des guides touristiques personnalisés à des institutions, des clients. Sauf que patatras, le Covid débarque, et puis on n'est plus du tout dans le même contexte. À savoir que les hôtels, les cafés, les restaurants ferment du jour au lendemain, et que cette entreprise se retrouve amputée de 90% de sa clientèle. Donc, vous imaginez bien ce qui se passe au niveau des équipes commerciales. On observe deux choses. On a le moral des équipes qui est complètement en berne, et puis surtout les résultats les résultats commerciaux de l'entreprise en termes de marge, en termes de chiffre d'affaires sont catastrophiques du jour au lendemain. Là-dessus, la direction commerciale fait appel à nous en nous demandant, messieurs, mesdames de Elite Partners, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, monter en compétence nos équipes sur la vente de services numériques, parce que aujourd'hui, de toute façon, on n'a plus accès qu'à ça, parce qu'on peut plus faire de rendez-vous face à face, on est amené à vendre en visio. Et à ce moment-là, nous, on a dit, OK, malgré la crise, malgré l'urgence, est-ce qu'on peut se poser un petit peu pour réfléchir, et justement pour procéder à une évaluation du contexte, pour regarder ce qui se passe vraiment dans l'entreprise. Et on n'avait même pas la réponse à ce moment-là. Est-ce que la montée en compétence des personnes sur la vente de produits numériques était la bonne réponse à cette crise qui était présente? Et à ce moment-là, on a demandé à la direction si on pouvait interviewer un panel de commerciaux autour des équipes. Tu as toujours c'est toujours là. Et donc, on a demandé de sélectionner, on va dire, un panel représentatif de commerciaux un peu en difficulté, moyens, et puis des commerciaux qui étaient en haut du panier. Et à ce moment-là, ça nous a permis aussi de dresser une carte des alliés, notamment sur l'identification de leaders dans ces commerciaux, sur ceux qui arrivaient justement à bien vendre ces services numériques. Mais dans nos interviews, une fois qu'on les a proposés à la direction et qu'on a analysé les interviews avec la direction,
on a pris conscience d'une chose, c'est qu'il y avait des pratiques de la part de ces meilleurs commerciaux qui étaient un peu en dehors des clous de ce que faisait ou ce que demandait la direction commerciale à l'époque. C'est-à-dire que les meilleurs commerciaux du groupe, on s'est rendu compte que ils se limitaient pas à cette clientèle historique qui était composée d'hôtellerie et de restauration, mais allaient chercher un peu dans des chemins de détour et aller proposer des services à des grandes enseignes, à des concessions automobiles. Et fort de ce constat-là, c'est à ce moment-là qu'avec la direction, on a essayé de dresser une nouvelle stratégie. Et surtout, pour nous, la difficulté à ce moment-là, ça a été d'impliquer différents services de la direction. C'est-à-dire qu'il y a eu la direction générale, il y a eu la direction commerciale, il y a eu la direction nationale des ventes, il y a eu la direction marketing. Et c'est de faire cette direction à quatre têtes, un peu les sponsors du projet pour que ça fonctionne. Pour nous, c'était une des clés de réussite. Et je ne sais pas qui a mis tout à l'heure dans les problématiques, je crois que j'ai lu boîte familiale gérée de façon paternaliste. Là, dans ce cas de figure, pour cette entreprise, le directeur général a plus de 10 ans de l'âge de la retraite. Donc, on se retrouve un peu dans ce cas de figure et était très à l'aise justement avec la vente papier et puis ne voyait pas forcément l'intérêt du numérique. Donc nous, on a rencontré cette problématique et toute l'idée a été de les impliquer dans la conception des modules que l'on allait mettre en place, de la stratégie qu'on allait mettre en place au niveau de la montée en compétences des commerciaux. Et aussi les impliquer dans le challenge commercial que nous, on va mettre en place par la suite. Et surtout, tout à l'heure, je vous ai parlé de ces anciens commerciaux qui ne voulaient pas, par plusieurs raisons, par manque de compétences, par peur de ces services numériques. On a fait un gros travail, justement, qui s'est inscrit dans la transformation, qui était de redonner du sens de pourquoi on doit vendre du service numérique, parce que pour continuer d'exister demain et garder une image forte de l'entreprise. Donc, la stratégie, pour revenir à la stratégie de la direction, quand on a mis tout à plat, à ce moment, la direction, avec les services marketing, avec la direction commerciale, a décidé d'officialiser finalement une nouvelle cible de clientèle et de basculer sur les entreprises de mobilité, sur les collectivités, sur les entreprises de services à la personne et de bien-être, sur les entreprises immobilières et sur les entreprises qui ont attrait à l'éducation. Donc, de par cette décision, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, nous, on a commencé à construire des actions. Donc, ce que l'on a fait, on a créé des avatars justement sur ces nouvelles cibles que les équipes commerciales ne connaissaient pas. Et surtout, on a fait co-construire l'argumentaire avec la force de vente. C'est-à-dire qu'on a impliqué la force de vente dans la création en amont des modules et pas seulement leur amener sur un plateau une action de formation toute faite. Ensuite, on a fait justement une série de modules à distance avec les équipes. Et on a fait des jeux de rôle, on a fait du co-développement, justement. Tout à l'heure, je parlais des meilleures pratiques. L'idée, c'était vraiment que chacun puisse donner sa problématique sur son secteur, parce qu'ils ont des zones géographiques différentes, avec des problématiques différentes. Donc, c'est pour ça qu'aussi, on a mis en place des actions de co-développement. Quelque chose d'original aussi qui a été fait dans ce dispositif, c'est que avec la direction commerciale, on a été interviewé en amont des leaders d'opinion sur ces nouvelles cibles. Donc, on avait des patrons un patron d'un réseau d'agences immobilières, on avait un directeur de concession, on avait un directeur des achats de supermarchés, etc. On avait différents types de populations et on les a fait intervenir dans le dispositif. C'est-à-dire que chaque semaine, on avait une personne spécialiste du secteur qui venait intervenir auprès des populations commerciales en expliquant quelles étaient ses attentes, à quoi ça servait de pouvoir faire de la publicité en local et en national, etc.
Et ensuite, nous, on a généré un challenge qui a été gamifié justement autour de la mise en pratique de la prospection au niveau de ces nouvelles cibles. Et surtout, je ne sais pas si vous vous rappelez, au tout début, je vous ai parlé on a fait une carte des alliés, c'est-à-dire que les leaders commerciaux qu'on a identifiés, on les a également mis en leader sur des trinômes pour réaliser ces actions de prospection. Je termine rapidement pour vous parler des résultats de ces actions. Clairement, aujourd'hui, la direction commerciale nous a dit, grâce à l'action qui a été mise en place, il y a eu un véritable virage numérique qui a été pris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas un produit phare qui est le papier et puis une sous-catégorie qui est le numérique. C'est-à-dire qu'ils arrivent aussi bien à suivre à égalité les indicateurs sur le numérique et sur le papier. Le fait aussi que il y ait de plus en plus d'annonceurs sur le site fait que le site était de plus en plus riche, donc naturellement et mathématiquement leur site internet a généré de plus en plus de visiteurs. Je crois qu'on est à 10 millions de visiteurs uniques mensuels sur le site. Et on a généré aussi, grâce à l'élargissement de la cible commerciale et la montée en compétences sur la vente de produits numériques, je crois que c'est un CA moyen de plus 20% qui a été généré par l'ensemble des équipes commerciales. Donc voilà, c'était pour vous dresser un peu ce bilan de crise. Moi, ce que je retiens de cette expérience, c'est qu'on n'a pas abordé la problématique client par rapport à une problématique de compétences des équipes, mais plutôt par rapport à une vraie problématique d'accompagnement au changement, et que plutôt que se précipiter dans une demande de la direction commerciale, l'idée, ça a été de vraiment analyser au plus proche des équipes ce qui fonctionnait pas, quelles étaient les meilleures pratiques, de pouvoir en tirer des conclusions, de les partager au niveau de la direction, de faire adhérer la direction, de s'en servir comme sponsor, jusqu'à les mettre en co-constructeur des différents modules, et mettre l'action en place aussi avec la clientèle, un peu comme si on faisait un third box thinking. Donc voilà pour la présentation de ce cas client. Alors, par rapport à, je rejoins, parce qu'en fait, il y a Patrick qui parlait il est dans une société familiale où justement il y a des gens qui disent on a toujours fait comme ça. Donc ce serait quoi les bonnes pratiques pour répondre à ça? Et puis il y a aussi Olivier qui est manager commercial et qui a des réticences de certains collaborateurs. Du coup, quand tu extrais ça de ce qu'on a fait pour ce client, quels seraient les conseils ou comment tu prendrais les choses pour répondre à leurs problématiques? Alors, je reprends Patrick, parce que il est dans une entreprise familiale paternaliste dans laquelle on lui dit on a toujours fait comme ça. Donc, en fait, il y a une résistance de fond directement déjà sur le changement. Je ne sais pas de quel ordre il est, mais c'est-à-dire qu'en fait, il y a suffisamment, en faisant comme ça, il y a déjà suffisamment de résultats pour pouvoir se remettre en question. Et les populations commerciales, et tu le dis bien chez cet éditeur de guide touristique, c'est qu'en fait, tant que ça allait bien, et qu'ils faisaient 80%, 90% sur la ligne de produits classique, qui était la vente de guides papier, ils n'avaient pas de raison de changer. Alors la crise, notamment du Covid, a fait que pendant 3 mois, ils n'ont pas pu aller voir les cafés, hôtels, restaurants, mais au bout de 3 mois, ils ont pu aller les revoir. Mais qu'est-ce qui a fait qu'en fait, ils ont réellement changé leur pratique, ils ont adhéré à ce changement? Alors, moi, j'ai bien une réponse, elle me fait penser à à la pratique de Fosbury. C'est-à-dire qu'avant 1969, tout le monde, aux Jeux Olympiques, sautait en ciseaux. Et il n'y avait personne qui sautait autrement, en fait, en hauteur. Et jusqu'à ce qu'il y ait un gars, dans les années 65-66, qui lui n'y arrive pas bien, c'est pas un grand champion, mais il a une idée. Il essaye de sauter avec le dos renversé. Et il essaye, alors il n'est pas dans les meilleurs, mais finalement il se qualifie. Et avec sa pratique, finalement, il arrive à challenger des gens qui sautent, qui sont extrêmement forts en ciseaux, et il arrive à se faire sélectionner dans l'équipe américaine. Mais tout le monde se fout de sa gueule. Tout le monde trouve ça un peu bizarre. Et à partir de 1968, les Jeux Olympiques de Mexico, non seulement il fait partager sa pratique au monde entier, mais en plus il gagne. Et à ce moment-là, dès 72, il n'y a plus une seule personne
qui saute en ciseaux. Donc, moi, je prends cet exemple-là parce que chez cet éditeur de guide papier, ce qu'on a réussi à montrer aussi, c'est qu'il y a avec les quelques-uns qui ont commencé tout de suite à actionner et à vendre des produits digitaux et qui ont fait leurs chiffres, qui ont fait leurs objectifs alors que les autres ne les faisaient plus, en fait, ça a commencé à embarquer les autres. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a soutenu en fait, ces personnes-là à réussir coûte que coûte avec des challenges, avec du coaching, et on les a aidés en fait, à montrer que c'était possible de changer et du coup de se dire, pour tous les autres qui disaient ouais, mais on faisait déjà ça avant, mais maintenant, en fait, il y a une autre possibilité, ça devient un choix de faire soit comme les autres, donc de faire différemment, quelque chose qui était obligé avant ou qui était une ligne de conduite qui était donnée par la direction commerciale. Moi, je vois ça un peu comme ça. C'est-à-dire que quand on a des gens qui sont face à on a toujours fait comme ça, il faut arriver à créer un groupe d'ambassadeurs, et on l'a fait chez d'autres clients. Je pense notamment à un client dans la Syrie, où on a réussi à transformer 20% la force de vente, et au fur et à mesure, ça a amené 30, 40, 50, 70% de l'entreprise à switcher sur ces nouvelles pratiques. Et donc, du coup, je réponds aussi à Olivier et à Karine, qui disaient comment motiver des collaborateurs immédiatement. Il y a plusieurs façons finalement hein, de résoudre les réticences. Tout d'abord, en fait, c'est les écouter, comprendre d'où est-ce qu'elles viennent, et surtout, souvent, en fait, les gens ils changent pas, ou ils ne veulent pas changer, ils font comme avant, ou ils sont pas motivés, on va dire ça comme ça, non pas pour des raisons qui sont factuelles, mais parce qu'en fait, il y a tout un contexte et un historique qui est là et qui est un héritage des conduites du changement passé de l'entreprise, de leur historique, de l'historique de l'entreprise sur les changements qui ont été balbutiants une première fois, une deuxième fois, et qui finalement n'ont pas été au bout, et qui fait que les personnes n'ont pas envie en fait de s'inscrire tant qu'il n'y en a pas d'autres qui leur auront montré le chemin ou qui ont montré finalement que ça devient possible et qu'on va vraiment s'engager là-dedans. C'est-à-dire qu'il y en a tout plein qui sont des attentistes. Et donc, vraiment, un des points importants, et on le dit souvent dans la conduite du changement, c'est de créer et d'arriver à distinguer les 2, 3, 4 collaborateurs clés qui, en switchant, vont embarquer tous les autres. Et c'est souvent pas ceux auxquels on pense. C'est pas ceux qui sont les plus aptes à dire oui. C'est pas ceux qui sont les plus aptes, finalement, à faire des actions, mais qui sont en train de regarder les autres. C'est des gens, ils sont alignés avec cette nouvelle politique d'entreprise ou avec ce changement. Alors, je vois d'autres questions, notamment de Didier. Moi, je peux répondre à la question de Didier, qui était… Tu la donnes d'abord, parce que les gens la voient pas. La question de Didier, c'est, entre guillemets, est-ce que l'IA ne vient-elle pas perturber un peu tous ces changements dans les entreprises? Et la dernière question d'arrivée de l'IA ne modifie pas vos approches et le traitement des différentes problématiques et la manière dont les entreprises abordent ces sujets ayant accès à des informations pertinentes et rapides. Quel est votre avis? Déjà, il y a deux choses. Quand on parle d'IA, la première chose qu'il faut faire, c'est la distinction entre l'IA générative et l'IA prédictive. Et je vais reprendre mon exemple avec cet éditeur de guide touristique, puisque ça a été au cœur des derniers échanges avec notre client, et sur justement l'utilisation de l'IA pour les populations. Et quand on parle d'IA prédictive, effectivement, aujourd'hui, l'entreprise l'utilise notamment au niveau de la SI, au niveau du marketing, pour créer des outils pour permettre de mieux cibler les populations sur Internet, le référencement, etc. Donc, c'est des outils qui sont utilisés par les équipes support. Et j'ai posé des questions sur l'IA générative, notamment parce qu'ils ont à la fois des commerciaux, mais à la fois des personnes qui peuvent générer des scripts sur justement des régions, des activités, des hôtels, des restaurants, des avis. Et que aujourd'hui l'entreprise ne l'utilisait pas pour garder justement ce côté entre guillemets artisanal, mais qui est aussi
en fonction de leurs valeurs plus humains qu'une IA qui génère du texte. Et le client me disait, mais aujourd'hui, si on sert de l'IA générative pour écrire nos contenus, n'importe quelle personne peut aller sur Internet, sur ChatGPT, en disant est-ce que tu peux me donner ton avis sur tel établissement, et vous aurez la même chose. Et je pense qu'ils n'ont pas du tout de valeur ajoutée à ce niveau-là. Donc, dans les réflexions qu'il y a eu avec nos clients, c'est de se dire, mais pourquoi ne pas s'en servir, justement, d'être peut-être à contre-courant, non pas sur l'IA prédictive, mais sur l'IA générative, de se placer à contre-courant lorsqu'on édite des guides papier, d'avoir un label interne qui va être certifié sans IA, pour que la clientèle se retrouve dans une écriture humaine et non plus dans une écriture d'intelligence artificielle. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question de Didier, qui est propre à ce client-là, mais bien évidemment que l'IA modifie beaucoup de choses chez nos clients. Encore, est-ce que l'on parle d'IA générative ou d'IA prédictive? Ouais, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a, c'est pointé aujourd'hui, mais aujourd'hui, le taux d'adoption de l'IA, quand on écoute certains de nos clients et puis ce qui se dit, n'est pas suffisamment utilisé. C'est-à-dire que les gens en ont encore peur, c'est un changement qui arrive, on ne sait pas encore bien comment l'utiliser. Pour l'instant, ça arrive encore comme un gadget pour beaucoup de personnes, et notamment pour les populations, on va dire, de production et commerciale qui ont un opérationnel qui est la production et la vente. Ils s'en servent comme des outils pour être plus précis et plus pertinents, mais le taux d'adoption et l'adoption optimale, elle est encore loin d'être là. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont sur la relation et qui continuent de faire comme d'habitude, en se disant, OK, c'est un sujet de mode. Maintenant, ça ne sera sans doute pas. Mais quand on parle d'IA, c'est très large, et c'est de savoir de quoi on parle et de quelle population. Parce qu'on a effectivement, on a comme disait Antoine, on a des taux d'adhésion qui peuvent être complètement différents en fonction de la fonction d'une même personne dans une entreprise. Aujourd'hui, j'imagine que 90% des populations des SI dans l'entreprise utilisent l'IA, ou peut-être 30% des commerciaux l'utilisent aujourd'hui, et 40% des fonctions support. Voilà, donc c'est très disparate, et c'est un sujet très intéressant, mais qui demande à être exploré sur des problématiques précises. Alors, du coup, on va passer un temps pour répondre à vos questions, parce qu'on arrive à la fin du webinaire. Et on a quelques questions, du coup, en suspens. Alors, il n'y a pas de prénom, mais c'est quelqu'un qui dit comment motiver les collaborateurs et bien leur demander. Alors, bon, c'est sûr que l'écoute, elle est importante pour pouvoir motiver des collaborateurs. Après, la question, c'est les motiver à quoi? Et les motiver, ça suppose qu'en fait, ils aient une certaine reconnaissance d'avoir réussi. Quand on cherche à motiver quelqu'un, c'est-à-dire qu'on cherche à faire en sorte qu'il acquiert un bénéfice de quelque chose. Et c'est vrai que dans la conduite du changement, à un moment donné, toute personne qui rencontre un changement, et dans les organisations, va se dire, OK, mais qu'est-ce que j'ai à y gagner? Et si on n'y prend pas soin, et justement dans les plans de changement, souvent c'est ce qu'on oublie, c'est-à-dire qu'on parle d'un changement d'organisation, OK, mais qu'est-ce que j'ai à y gagner, moi, concrètement, à m'y inscrire, population par population, les dirigeants, les managers, les collaborateurs, les fonctions support, c'est quoi mon bénéfice à m'engager là-dedans, et que ce bénéfice, il soit évidemment le plus rapidement possible détectable. Et à un moment donné, ça nécessite aussi sans doute d'en parler avec eux pour voir quelles possibilités, parce que parfois, en tant que dirigeant ou en tant que manager, on ne voit pas forcément des possibilités pour les gens. Mais l'idée, c'est comme ça aussi qu'on conduit, qu'on fait des co-développements, c'est-à-dire qu'on met en face des personnes pour qu'elles répondent à ce problème-là, et ces personnes font partie aussi de la solution, puisqu'en fait, c'est elles qui vont commencer à avoir des possibilités. Parce qu'on commence à leur montrer qu'il y a un choix qui est possible et non pas une obligation. Et c'est donc dans la conversation que ça se passe, évidemment. Après, on a Olivier qui nous dit que tout manager doit anticiper et mettre en place des plans d'action pour améliorer et moderniser produits et services. Il veille aussi sur la concurrence et les bonnes pratiques. Ouais, ok. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Olivier, du coup? C'est parce que votre problématique à vous, Olivier, c'est voilà, que, en gros, oui, vous êtes dans le manager commercial.
et il y a la réticence de certains collaborateurs. Donc effectivement, hein, donc j'essaie de mettre en lien ce que vous me dites. C'est sûr que le dirigeant, hein, et le directeur commercial, l'idée, c'est que plus il a une vision large finalement du changement et des bénéfices et de ce que ça va pouvoir apporter, plus sa vision va pouvoir embarquer de personnes et fédérer. Okay, alors les autres questions, on a des messages qui sont pas lus, ok. Alors comment faire, donc c'est une question de Monsieur Bocquet ou Madame Bocquet peut-être, comment faire face à l'immobilisme et à contrario le papillonnage? Alors, est-ce que vous pouvez me donner un peu plus de contexte sur ce sujet-là? Je crois que c'est la première fois que vous interagissez, donc je ne peux pas retrouver. Dans quel contexte vous dites ça? Alors, moi, j'entends la question de manière générale, hein, peut-être qu'Alex aussi. Faire l'immobilisme, il y a plusieurs sortes, hein. L'immobilisme, c'est souvent que les gens ne se sentent pas avoir de pouvoir dans l'organisation et donc ils attendent. Et on voit ça dans plein de plans de changement, hein, qu'on met en place. C'est qu'il y a toujours, soit au niveau des managers, soit, et c'est encore plus vrai au niveau des collaborateurs, où on attend de la direction des messages clés, une direction, une vision, mais on se met du coup dans une position dans laquelle on n'est pas de force de proposition. Donc déjà, ça fait face à un sujet plus large, c'est quelle est ma qualité d'engagement dans mon métier, dans mon business, comment je vis finalement ma relation au travail. Parce que si j'attends tout, qu'on me donne la béquille, en fait, à un moment donné, ça veut dire que je me sens comme un exécutant dans une organisation et que je n'ai pas le sentiment d'avoir du pouvoir moi-même de changer les choses. Donc déjà, ça veut dire que si je suis collaborateur ou manager, vis-à-vis du rang au-dessus, je ne me sens pas écouté, je ne me sens pas inclus, ou alors quand je fais des propositions, elles ne sont pas entendues. Donc il y a plusieurs choses, c'est travailler la capacité déjà de ces personnes-là à pouvoir se faire entendre vis-à-vis de leur management, vis-à-vis de leur entourage, c'est-à-dire d'arriver à porter quelque chose en quoi ils croient et sur lequel ils peuvent s'engager. Donc là, on est clairement sur la qualité d'engagement et le papillonnage, on va dire, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que là, c'est des gens, moi, tel que je le perçois, hein, c'est des personnes. Généralement, l'immobilisme, ça peut se traduire par de la peur, hein, aussi des équipes sur peut-être des nouveaux services à utiliser, des nouveaux outils, des nouveaux produits. Le papillonnage, donc là, en cas d'immobilisme, si on rattache ça à de la peur, souvent le fait de redonner du sens permet de débloquer certaines situations au niveau des équipes. Après, sur le papillonnage, là, ça va peut-être un peu plus complexe, parce que moi, je n'ai pas tous les éléments pour répondre à la question, mais ce que j'entends dans le papillonnage, c'est des personnes qui vont faire un peu semblant de faire, sans vraiment être Voilà, performant. la personne a répondu, c'est une partie de l'équipe qui ne veut pas bouger. Alors vu, ça veut dire sans doute qu'il a vu que l'équipe ne voulait pas bouger, et une partie qui va dans tous les sens, convaincue d'être en action. Ouais, alors, ok, donc on a une équipe qui fait un statu quo, en fait, en gros, qui est en conflit, hein, c'est comme un conflit latent, et une autre partie qui finalement veut faire avancer les choses, mais qui s'éparpille, sans doute parce qu'il n'y a pas sans doute une direction assez claire sur des actions précises à mener et qui sont porteuses du changement. Et donc, voilà, il y a peut-être une partie où ça manque d'encadrement, j'imagine. Ok. Après, il y a Didier qui discute avec Nick. Je ne sais pas s'ils peuvent se voir. Si, je pense Ah si, hein. oui, si, ça Okay. Ah, d'accord, ok. Bon, bah, on a une discussion. D'accord. Ok. Par rapport aux autres sujets, alors, par rapport à Marie, par exemple, alors, on a encore quelques minutes. Est-ce qu'il y a des questions que vous voulez poser sur lesquelles on peut peut-être apporter quelques éclairages ou converser avec vous, hein, sur votre problématique? Je crois que les gens ne voyaient pas ce qui était écrit, mais si. Ok. Alors, il y a quelqu'un qui écrit, du coup.
Alors, là, enfin, moi, ce que j'ai entendu dans cette équipe où il y a des gens qui sont immobiles et d'autres qui s'éparpillent dans tous les sens. Alors, attends, on voit aussi que le choix des mots sont importants. Par exemple, on ne se comprenait pas. Ok, très bien. Parfait. En fait, dans cette situation où on a une équipe qui est une partie qui est immobile, une autre partie qui est Dans le papillonnage. dans le papillonnage, en fait, là, ça se voit beaucoup dans des équipes commerciales, souvent, où il y en a qui sont en action, mais en fait, c'est des actions qui sont improductives et qui font de l'activisme. Là, on a clairement un sujet sur la qualité de l'engagement, c'est-à-dire la qualité du temps que l'on passe au travail. S'il y en a certains qui sont immobiles et d'autres qui s'agitent dans tous les sens, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas clarifié aujourd'hui. C'est-à-dire que soit le contexte n'est pas clair, soit la direction n'est pas claire, et surtout, ce qui est demandé à chacune des personnes dans les équipes manque de clarté pour pouvoir aller un peu plus loin. Alors peut-être que le dirigeant ne voit pas finalement ce qui est en train de se jouer, ou alors, en fait, il voit ce qui est en train de se jouer, mais il n'a pas une vision qui est suffisamment qui projette suffisamment pour que les gens s'inscrivent à l'intérieur. Alors, on a un éclairage, papillonnage, c'est l'envie de bien faire, mais du stress. Voilà, donc, s'éparpille et donc stress les immobiles. Et message direction, positionnez-vous. OK. Et vous, là-dedans, du coup, vous jouez quel rôle? Je parle à monsieur ou madame Bocquet. Voilà. Parce qu'on voit bien, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont engagés, mais qui s'engagent un peu n'importe comment. Donc, du coup, ça ne fait pas avancer les choses. En tout cas, ça n'apporte pas une direction, une clarté nécessaire. Et les autres qui essaient de bien faire, qui ont de l'énergie, mais qui ne savent pas la canaliser. Donc ça arrive dans plein de changements. C'est souvent à ça que servent les séminaires. Nous, on organise des séminaires, justement, pour pouvoir aider les gens et les organisations à clarifier et à aider au positionnement. Parce que si la direction dit positionnez-vous, ok, mais par rapport à quoi? Est-ce qu'il y a des relais managériaux? Comment se positionnent ces relais managériaux, s'il y en a dans ces équipes, vis-à-vis de leurs propres managers? Est-ce qu'ils sont à l'image de leurs équipes? Est-ce qu'ils sont en opposition? Donc, ouais, ça serait intéressant de creuser cette problématique. Dans un autre exemple où on intervient pour une ETI pharmaceutique, il y avait des nouvelles règles qui étaient mises en place et c'est une société qui grandit, qui grossit, qui du coup met du processus, qui a mis du processus pour pouvoir faire en sorte que les gens suivent des actions et harmoniser, on va dire, les pratiques. Et ils sont frottés à des débrayages parce qu'en fait, les gens perdaient du sens. Et donc, on avait exactement cette position-là, où on avait des gens qui étaient là, qui refusaient finalement les processus et d'autres qui essayaient de les mettre en place, mais comme tout le monde n'allait pas dans la même direction, en fait, ça ne marchait pas. Et ça, en fait, c'était un faux problème. Parce que quand on est intervenu, on s'est rendu compte d'une chose, c'est surtout que la culture n'était plus respectée. C'était une société familiale, encore, et en fait, c'était dans la culture de la relation qu'on faisait passer les messages et surtout que les gens et les collaborateurs se mettaient en action. Donc, à partir du moment où les RH sont arrivés avec leur processus et les règles, en fait, ça a créé une espèce de défiance, non pas vers leur travail, parce qu'en fait, ça restait le même, mais par rapport à finalement une société dans laquelle ils ne retrouvaient plus les fondamentaux, en tout cas ce pourquoi ils étaient venus, qui était une qualité de la relation, une prise en compte de la relation managériale et du fait que chacune des personnes compte, en fait, et que la vie compte pour chacune des personnes, et qu'en fait, une des bonnes façons de faire sur lesquelles on les a aidés, en fait, ça a été de co-construire des processus, et non pas de les amener comme ça de côté en voulant les faire appliquer. Voilà, ils ont viré d'autres personnes que les RH. Voilà. Bon, on arrive à la fin de ce webinaire. Alors, s'il y a d'autres questions, on peut encore prendre quelques minutes pour pouvoir y répondre.
Pour d'autres, moi, ce que je vous engage à faire, voilà, on a commencé à discuter. Il y a peut-être des points que vous voulez aborder de manière plus confidentielle ou plus spécifique. Voilà, on a d'autres cas à partager pour vous éclairer. N'hésitez pas à prendre rendez-vous, hein, vous cliquez en haut et on sera ravis de pouvoir discuter de vos enjeux et de votre problématique ensemble et de vous apporter des éclairages sans doute peut-être plus précis, plus spécifiques à votre cas. Voilà, en tout cas, le message qu'on voulait vous faire passer, c'est que dans les changements, en fait, souvent, c'est des grands plans qu'on projette et on pense qu'avec les galons managériaux, ça va passer. Et en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que même que le contexte soit de crise, même qu'on ait des galons managériaux pour pouvoir faire imposer, en fait, souvent, ça ne marche pas parce que en fait, on ne prend pas en compte le contexte des personnes, des populations et le fait qu'un changement, ça apparaît pas comme une surprise de Noël. Il faut aider les gens à passer le cap et surtout à comprendre où sont les résistances et accompagner en aidant et en montrant surtout avec des ambassadeurs, avec 2, 3, 5, 10 personnes, ça dépend des tailles d'entreprise, que c'est possible. Et de ces personnes-là, en fait, les aider à prendre du leadership pour embarquer les autres personnes. Voilà. Et à ce moment-là, on commence à avoir un changement qui commence à être gagné. Et en continuant avec de la formation, avec du coaching, avec un aspect spécifique pour aider les gens à partager leur réticence. Une des premières clés, c'est juste de partager la résistance, mais de la partager non pas comme c'est un problème et d'aider la personne à la partager comme tiens, ok, je vis ça en ce moment, je vis cette problématique-là. Ok, donc du coup, maintenant que je la partage, je vais pouvoir arrêter et lâcher les raisons qui m'empêchent finalement de changer parce que je ne cherche plus à avoir raison, je ne cherche plus à donner tort. En fait, je m'inscris dans le changement. Et là, à cet endroit-là, c'est là où en général, on trouve un moment magique qui fait que les personnes s'engagent dans le changement. Voilà. Merci Didier. On vous remercie tous et toutes d'avoir pris le temps d'être venus à ce webinaire, d'avoir partagé vos enjeux. On vous invite à continuer l'échange. On reprendra contact sans doute avec vous dans les prochains jours et les prochains mois pour voir comment a évolué votre situation. Et on sera ravis de vous accueillir à un autre moment sur nos webinaires. Merci Julien. Merci Marie. Alors, Madame Morcel, je vous avais laissé un petit message avant le séminaire, donc vous avez mes coordonnées si vous souhaitez. Ok, merci. Alors, Olivier, on ne sait pas quel est votre prénom ou votre nom, mais voilà, vous m'avez compris. Et un grand merci à vous et écoutez, à bientôt. Olivier, Olivier, c'est le nom. Bon, Jean-Jacques, voilà. Merci d'être venu. Bonne journée. Bonne journée, merci Nathalie. Merci d'être venue, Nathalie, mais j'ai eu ton mot.